On va parler aujourd'hui de polypes et polypose. Donc, ça va durer à peu près 45 minutes la présentation. Mais comme toujours, avant de commencer, quiz time. Alors, donc vous avez des questions. Dans la première partie de ces quiz time, c'est des A, B, C, D. Et puis l'autre partie, c'est un cas clinique. On aura à réfléchir un peu ensemble. Alors, on voit en consultation un adolescent de 12 ans qu'il a des taches au niveau de son pénis et des polypes au niveau du côlon. Les polypes sont juvéniles. Quelle maladie parmi les suivantes suspectez-vous? A. Syndrome de Pett-Jeghers. Il y a un G de trop. B. Syndrome de Turco. C. Syndrome de Cowden. D. Syndrome de Banayan-Riley-Ruvalcaba. Et E. Syndrome de Disser-One. Quelle est votre réponse? Vous pouvez aussi mettre F. Je donne ma langue au chat. La présence des taches aurait pu faire penser vers le A, puisqu'on va le voir dans le syndrome de Pett-Jeghers, il y a des taches, mais particulièrement leur présence sur les pénis, c'est plutôt le D, le syndrome de Banayan-Riley-Ruvalcaba. Donc, c'est vraiment très typique à ce niveau-là. Deuxième quiz. Le syndrome de Pett-Jeghers est associé à des tumeurs extradigestives. En période pédiatrique, donc on parle de 0 à 18 ans, quelle localisation faut-il particulièrement surveiller par rapport à ces tumeurs? A, testicule, B, ovaire, sein, C, sein, D, thyroïde, E, pancréas. Alors, je vois aussi les chats, parce que je joue aussi dans les chats. Parfait. Donc, les autres ne voient pas ta réponse, c'est parfait. Alors, la bonne réponse, c'est quel organe en particulier en pédiatrie? Donc, la réponse, c'est le A, les testicules, parce qu'effectivement, chez l'enfant, il faut surveiller les tumeurs, notamment les tumeurs de Sertoli. On va le voir que ces tumeurs peuvent être bénignes en pédiatrie, mais aussi à l'âge adulte, le risque de cancer des testicules est élevé. Troisième question, un adolescent de 15 ans présente des épistaxis, saignements des nez à répétition et des polypes juvéniles au niveau du côlon. Vous suspectez une mutation du gène parmi les 5 gènes suivants. Lequel suspectez-vous? A, SMAD4, B, PTEN, C, APC, D, BMPR1 et E, SKP1. C'est l'alphabet. Il nous manque juste le Z. On aura toutes les lettres de l'alphabet. One guess. Donc, la bonne réponse est le A, SMAD4. Donc, dans les polypodes juvéniles avec mutation de SMAD4, donc ça fait partie d'une association qui est bien décrite. Et puis, les télangiectasies, ça rentre dans le cadre de la maladie des rendus osseleurs que vous avez sûrement entendu. Exactement. Non, pas sur les télangiectasies, exactement. Dernière question à choix multiple. Une adolescente de 15 ans présente des dents surnuméraires. Donc, ça veut dire qu'elle a plus de dents que nécessaire et des polypes au niveau du côlon. Vous suspectez quel syndrome? Tic, tac, tic, tac, tic. Syndrome Pett-Jeghers, Turco, dysérie, Banayan-Riley. Ça, on peut éliminer puisqu'on l'a vu déjà. Ou Gardner. Vous pouvez aussi éliminer Pett-Jeghers parce que c'est rare qu'ils ont des dents surnuméraires. Donc, il vous reste 3 choix. Donc, la bonne réponse, c'est le syndrome de Gardner, qui est une variante de la polypose adénomateuse familiale avec donc ces dents surnuméraires. Et cas clinique. Donc, on voit en consultation, c'était il n'y a pas longtemps, hein, à peine 6 mois, un enfant de sexe féminin de 10 ans qui a des diarrhées, de temps en temps des rectorragies, elle est née à terme eutrophe, pas d'allergie, allaitée pendant 6 mois, c'est une enfant unique. Le papa a des différents problèmes digestifs, entre guillemets, mais pas grand-chose de conséquent. Et à l'interrogatoire, elle a des symptômes qui évoluent depuis 6 mois, rectorragie, diarrhée, pas de douleur abdominale, pas de perte de poids, petit conservé. Et le bilan qui a été fait par son médecin, qui nous l'adresse. Déjà, avant de voir le bilan, examen clinique IMC à 19, à 10 ans, quand même correct. Douleur à la palpation légère dans la fosse lombaire droite, pas d'aphte bucco, pas d'érythème noueux, pas d'hypocratisme digital. Et le bilan sanguin, albumine 27, ferritine 26, CRP inférieur à 4, hémoglobine 118, ALT 23, antitranslutaminase normale, calprotectine fécale 318. Culture de sel et recherche de C. diff normale, pas de. Donc, quelles sont vos hypothèses diagnostiques à ce stade?
polypose juvénile, il y en a beaucoup. Mais c'est sûr que tu sais, la douleur, la palpation, c'est un peu plus atypique, je pense. Sinon, il y a d'autres syndromes. En dehors du cours d'aujourd'hui, mettons que vous êtes en clinique, oubliez qu'on est dans le cours de polypose. Quelles seraient vos hypothèses? Marek a écrit dans la boîte de chat, je vais lire après son hypothèse. Si juste avec le tableau ici, en oubliant qu'on est dans le cours de polypose. Exactement. Donc, oh, pardon, je suis allé trop loin. Donc, maladie inflammatoire intestinale, c'est quand même le plus probable. Il faut se souvenir, et chez elle, les douleurs étaient un peu fausses lombaires, pas vraiment fausse iliaque droite et autres. Et puis, maladie cœliaque moins probable, les anticorps sont négatifs, ça ne donnerait pas de rectorragie. Colite infectieuse, ça fait longtemps déjà, ça dure depuis longtemps. Donc, à ce stade, on n'avait vraiment pas évoqué polypose, surtout qu'avec une albumine à 27, on n'allait pas du tout dans ce sens. Par contre, en faisant l'endoscopie, on tombe sur plus de 10 polypes qui étaient très abondants et on les a tous enlevés et l'analyse histologique est en lien avec une polypose juvénile. Comment expliquez-vous l'albumine à 27? Question corollaire. Donc, il y a à peu près 10 polypes qui sont gros. Ouais, La muqueuse est atypique, exactement. peut-être fuite Exactement, il y a un suintement, une séborrhéienne. exsudation qui contribue d'ailleurs à la diarrhée. Parce que souvent, les polypes ou polyposes de 3 à 4 polypes vont donner des rectorragies, mais ne donnent pas de saignement. Mais quand il y en a beaucoup, et ça, on va le voir souvent dans les PAF, où ils se retrouvent souvent en adéno, en hypoalbuminémie parce qu'il y en a plus d'une centaine. Donc, il y a une espèce d'exsudation sur la muqueuse. Et dans son cas, l'autre élément aussi qui était confondant, c'est la calprofécale qui est aussi un élément qui, dans les polypes et polyposes, peut être un signe d'orientation. Donc, c'est un diagnostic différentiel. Donc, devant une calpro à 1000, on a déjà eu des polyposes juvéniles aussi. Donc, on ne va pas crier tout de suite à la maladie inflammatoire intestinale. Donc, ça, c'était les petits cas d'introduction. On va parler donc aujourd'hui de ces deux grandes entités, les polypes juvéniles isolés et les polyposes. Donc, quelques bases de classification. Donc, il y a une grande hétérogénéité. C'est pour ça que vous avez vu, on a parlé des différents syndromes. Et c'est quelque chose qui est un peu complexe, mais qu'on va essayer de segmenter aujourd'hui. À savoir que cette hétérogénéité repose d'abord sur les éléments génétiques. Il y a plusieurs gènes dans différentes de ces maladies. Sur le mode de transmission, certains sont autosomiques dominants, d'autres récessifs. Et sur le fardeau polypoïde, que j'appelle les fardeaux, le nombre de polypes présents. Et l'autre élément d'hétérogénéité, c'est bien évidemment l'histologie. Aucune de ces maladies ne va se passer d'histologie. L'aspect endoscopique nous donne parfois des idées. Long pédicule, aspect un peu comme une fraise, on va voir des images tout à l'heure. Mais c'est surtout l'histologie qui va caractériser les types histologiques adénomateux, amartomateux ou d'autres types spécifiques. Et puis les manifestations extra-digestives qui sont souvent associées. Donc, on va avoir plusieurs classifications en mode de transmission. Ici, par exemple, je vous ai mis les polyposes adénomateuses familiales, donc, qui sont classiques, et puis les formes modérées, qui ont le gène MUTYH. Les formes classiques, c'est le gène APC, adénomatose polypolysis coli, et puis d'autres formes un peu plus rares, donc le gène Paul dit, mais ça, on n'en parlera pas. À côté de ça, on a les polyposes qui sont amartomateux. Donc, c'est comme deux entités différentes. Et dans ces polyposes amartomateux, il y a les PJS, Peutz-Jeghers Syndrome, et il y a le JPS, Juvenile Polyposis Syndrome. Donc, Peutz-Jeghers, pensez toujours l'antigène, tache sur les lèvres, on va le voir. Donc, le gène du Peutz-Jeghers, c'est le STK1, et dans le JPS, polypose juvénile, SMAD4 et BMPR. Et dans ces polypes amartomateux, il y a aussi les PHTS, donc qui veut dire Pten Hamartomatous Tumor Syndrome. Donc, et dans ce contexte de Pten, il y a souvent des malformations associées, comme le Cowden, tout ça, on va le revoir. Et dans ce cadre-là, c'est le gène PTEN qui est vraiment. Donc, j'ai fouillé à la littérature et je vous ai trouvé cet article que je vous mettrai aussi en vous envoyant les documents qui reprend vraiment l'arborescence sous l'angle génétique. Et vous avez donc les polypes adénomateux, comme on le voit, sérateux, amartomateux, mixtes, avec les différents gènes qui sont en cause.
Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir ça sous la main. Je l'ai un peu segmenté aussi avec les modes de transmission ici. Donc, si on prend les polyposes adénomateuses familiales avec le gène APC classique, c'est autosomique dominant. Tout le monde est familier, autosomique dominant, un seul parent, malchance, tu vas l'avoir. Donc, plus de 100 polypes pour rentrer dans cette entité. Il y a la forme atténuée, on a le gène APC, autosomique dominant aussi, mais on a moins de 100 polypes. Donc, c'est comme une forme atténuée. C'est le caractère 100 qui classifie à atténué. Ensuite, il y a les MAP avec le gène MUTH qui est autosomique récessif, donc moins de 200 polypes. Et puis le GAPS qui est très particulier, on verra une image. Donc, c'est une entité qui donne des polypes dans l'estomac où on a plus de 100 polypes gastriques que je vais vous remontrer. Ensuite, si on regarde maintenant côté amartomateux, donc là aussi, une petite simplification. Donc ici, on a le Potjäger avec le gène STK11, le polypose juvénile avec le SMAD4 BMPR1 et le PTEN avec le PHTS, le Cowden syndrome, qui souvent sont associés à des malformations comme la macrocéphalie. Donc, c'était un petit aperçu global. Maintenant, on va entrer en détail pour commencer les syndromes amartomateux. Donc, dans les syndromes amartomateux, on a les polypes juvéniles isolés, très fréquents, 70 à 80% des cas de polypes qu'on voit en endoscopie. En dehors de ces cas-là, les autres dont on va parler aujourd'hui, et aussi les polypes inflammatoires que je n'ai pas abordés, qu'on voit souvent en cicatrice des maladies inflammatoires qui donnent un aspect comme des longs doigts digitaux, on appelle ça. Donc, c'est comme une forme de cicatrisation. Donc, 70 à 80%, c'est des enfants qui viennent pour des rectorragies sans douleur, parfois des selles un peu mucoïdes. Souvent, ils ont une état fériprive, une petite anémie, une carence en fer, très rarement des douleurs abdominales, parce que la plupart de ces polypes sont dans le côlon. Et pour qu'un polype invagine dans le côlon, il faut vraiment qu'il soit énorme. Souvent, les polypes qui invaginent, c'est ceux du grêle, et particulièrement dans le syndrome de Peutz-Jeghers, qu'on va avoir des... Ici, dans les polypes du côlon, c'est rare. Par contre, un fait très particulier, on en voit plusieurs fois par an, des fois, les parents le rapportent, ils ont vu quelque chose sortir à l'anus, et c'est souvent le prolapsus polype que parfois ils résèquent, ils repoussent avec le doigt. Et on a eu un cas, ça a été réséqué aux urgences, et puis on a fait la colo après. Localisation de ces polypes, plus souvent en côlon gauche. Et historiquement, c'était les gastro-entérologues qui faisaient les colos. Et quand ils faisaient souvent des rectoscopies, ils trouvaient le polype, ils enlevaient. Mais il y a plusieurs cas qui sont côlon droit. D'où l'importance, même si on arrive, on le voit en faisant la colo, même si c'est à 10 cm de la marge anale, on va faire une coloscopie totale pour aller enlever ceux qui sont du côté droit, parce que parfois, on peut en avoir jusqu'à 3. Et si on est moins que 5, c'est inférieur, strictement inférieur à 5, on est toujours dans le cas de polype juvénile isolé. À partir de 5 et plus, on rentre dans polypose juvénile. L'âge, c'est, je mets souvent entre 2 et 10, mais plutôt entre 3 et 7 ans. C'est un peu le pic d'âge. Et à l'aspect endoscopique, je vous ai mis ici des belles images. Comme vous voyez ici, ça, c'est l'une des plus belles images que j'ai eues. Vraiment comme une fraise, hein, vous reconnaissez. Et une des particularités, c'était peau de crapaud. Donc, en faisant l'endoscopie, parfois, on ne la voit pas, le polype. On voit la peau de crapaud. Et en ressortant, le polype avec une longue pédicule va basculer et ressortir. Donc ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc c'est ce que les gens utilisent pour les régimes minceurs. On voit qu'il a bien maigri après la résection. Quand on voit ce polype avec une anse à polypectomie, on l'enlève et donc ça, on voit la tige qui reste. Donc ici, on ne peut pas dire qu'on a laissé un polype en place. C'est juste la partie de la couche superficielle, mais le polype est parti. Et lorsqu'on fait ces polypes isolés, donc rarement ça récidive, pas de risque néoplasique, on rassure les parents. Et puis, s'il y a un polype, on dit bye bye, ciao bye bye. S'il y a deux, trois ou quatre, souvent on va faire une coloscopie dans un an parce que est-ce que c'est le début d'une polypose juvénile et que cette fois-là, il n'y en avait que trois. Donc, on va organiser. Si à la prochaine colo, il y en a deux, trois et qu'on additionne, ça fait au total cinq. Donc là, il rentre dans le cadre de polypose juvénile. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là.
On a parlé de calprotectine au début. Est-ce que ça peut être un marqueur avant de refaire la colo pour voir s'il faut refaire une colo? Les études ne sont pas claires à ce sujet parce qu'il n'y en a pas qui ont été robustes pour répondre à cette question. Donc, polype juvénile isolé, on rassure les parents, on fait un suivi après les résultats de l'analyse histologique. Et puis, s'il y en a un, bye bye. S'il y en a plus de un, 2, 3, 4, on fait la colo de contrôle. Maintenant, si on tombe dans une polypose juvénile, donc dès le diagnostic, comme dans le cas que j'ai présenté, plus que 5, 5 supérieur ou égal à 5, les polypes amartomateux à l'histologie ou des polypes juvéniles ailleurs dans le tractus digestif. On peut en trouver dans le tube digestif duodénum, estomac, c'est rare. Dans ce cas-là, on a le diagnostic. Donc, les critères, c'est soit 5 polypes amartomateux et plus, soit polypes juvéniles ailleurs dans le tractus digestif, soit un ou plus polypes avec une histoire familiale de polypose. Si vous avez un parent qui vient, le grand frère est déjà connu pour une polypose juvénile. La petite sœur, on fait la colo, on tombe sur 2 polypes juvéniles. On est quand même dans un contexte que ça sera probablement plutôt ça. Alors, ici, je vous ai mis des images parce que souvent, quand il y en a, ils peuvent être agglutinés. Là, c'était, on dirait des polypes jumelles ou jumeaux. Et on a dû enlever un et puis basculer pour enlever l'autre. Donc, les symptômes sont les mêmes que pour les polypes juvéniles isolés, saignement, donc, et comme on l'a vu, parfois diarrhée lorsqu'il y en a plusieurs. Une chose à comprendre aussi, c'est que c'est une maladie autosomale dominante, on en a parlé, pénétrance variable, et les mutations, classiquement, on dit que 60%, 40, 50, 60% ont des mutations identifiées, PMPRA ou SMAD4, mais en pratique clinique, on n'en voit quasiment pas. On a fait un travail à Sainte-Justine récemment où les généticiens ont repris notre cohorte de patients. Il y avait plus de 70 patients, je crois, et on n'a pas identifié de ces mutations. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est rapporté dans la littérature adulte beaucoup plus. Alors, les syndromes de polypose juvénile, l'âge d'apparition, c'est souvent l'adolescence. Donc, on va faire des coloscopies à 12-15 ans si quelqu'un a le gène mais n'est pas symptomatique. S'il est symptomatique, même à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, on fait la coloscopie. Mais si on a le gène, on commence vers 12-15 ans, la coloscopie. Parfois, il peut y avoir des manifestations extra-digestives, extra-coliques, comme des saignements des nez, des malformations artério-veineuses, des télangiectasies ou une atteinte de l'aorte. Donc, ça rentre dans le contexte de ces télangiectasies hémorragiques héréditaires. Après, il y a aussi d'autres maladies associées, comme le syndrome de tumeur hématomateux-liée-aptène, donc le syndrome de Cowden aussi. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent chez l'adulte, 90% des patients donc avant la fin de la deuxième décennie. Et le gène ici, c'est le gène PTEN, donc qui est différent de l'autre gène. Donc je vous ai mis ici cette particularité-là, donc les polypes amartemateux et le risque important et élevé de cancer colorectal dans cette entité. Donc le syndrome PHTS ici, donc PTEN associated, donc est aussi lié à différents cancers extra-intestinaux comme le cancer du sein, cancer des reins, cancer de thyroïde, cancer de l'endomètre. Et pour le syndrome de Cowden, là, on a des signes cliniques qui nous orientent vers ça, notamment macrocéphalie, des lésions cutanées, tricholémome, des papules papillomateuses, donc on voit sur la peau, et puis une atteinte cérébelleuse. Donc, on en voit très rarement en pédiatrie, le syndrome de Cowden. Et là aussi, il y a d'autres manifestations qu'on peut trouver, comme des lipomes, des fibromes mammaires. Donc, c'est quelque chose de rare. Ah, il y a une entité qu'il faut mentionner aussi, les polyposes juvéniles du nourrisson, là aussi associé au gène soit BMPR1A ou le gène PTEN, très très rare, 1 sur 200 000, je pense, j'en ai jamais vu de cette présentation sévère, anémie, diarrhée, hypoalbuminémie, parfois invagination, et il y a des anomalies comme macrocéphalie, hypotonie. Donc, c'est très rare. Ensuite, dans les choses rares aussi, on en a un peu parlé dans le cas clinique, les télangiectasies hémorragiques avec ces anomalies au niveau nasal, ces malformations.
vasculaire. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut aussi évoquer. Un point particulier, ils ont aussi un hypocratisme digital. Est-ce que c'est aussi lié à un problème vasculaire qui fait qu'il y a une hypooxydation et un hypocratisme digital qui apparaît? Et pour finir, dans les autres syndromes, il y a une anomalie qu'on appelle le syndrome associé aux mutations PTEN, chromosome 10q22. Donc, ça, c'est aussi un autre syndrome qui donne des polypes juvéniles. Et celui dont on a parlé, le syndrome de Banayan-Rilleru-Valkaba. Présentation avant l'adolescence. Donc, macrocéphalie, macrosomie, retard mental. Souvent, ils ont des taches de rousseur, donc taches hyperpigmentées au niveau pénien. Et puis, lorsqu'on fait la coloscopie, on trouve des polypes amartomateux dans 50% des cas. Donc, c'est une maladie quand même rare aussi. Est-ce que j'ai déjà parlé de ce syndrome de Cowden? Oui, j'en ai parlé, mais ici, je remets ici juste pour dire que souvent, c'est les jeunes adultes et la transmission est dominante. Et puis, les multiples amartomes qu'on trouve au niveau intestinal se retrouvent aussi au niveau de la peau et dans la muqueuse buccale. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pour tous ces polypes, il faut les enlever et il faut les surveiller. Alors, question pour vous, lorsqu'on fait la première coloscopie, on trouve des polypes. Quel est l'élément qui nous permet de planifier la surveillance? Quel est le seul critère qui nous permet de planifier la surveillance? Il y a un seul critère lorsqu'on fait la colo. Le Mettons qu'on a nombre. tout enlevé. Oui, vas-y, Marek, vas-y. Ouais. Mettons qu'on a tout enlevé. J'allais dire le nombre de polypes, mais C'est le nombre de polypes n'est pas l'élément clé, c'est vraiment la taille. Donc, si lors de votre première colo, ils ont tous moins de 1 cm, on va être plus conservateur. On peut aller à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si on a des polypes de plus de 1 cm, on va faire une colo moins d'un an ou dans un an, en tout cas un an. Donc, la taille du premier polype est l'élément déterminant. Alors, l'autre chose qu'on doit faire, au-delà de planifier la prochaine colo, envoyer en consultation génétique pour chercher les mutations. Comme je disais, dans notre expérience, on n'en a pas trouvé, mais on continue à faire les investigations. Et puis, on va aussi poser des questions sur la fratrie et puis éventuellement, si, il y a des symptômes, faire la coloscopie. Sinon, on peut discuter de faire une coloscopie si asymptomatique vers 15 ans et les polypes de plus de 1 cm. Donc, on planifie à chaque fois une coloscopie annuelle. S'il y en a moins d'1 cm, on peut élargir. La plupart du temps, ils en auront au moins tous les 5 ans. Si vraiment, mettons qu'on a fait une colo, on n'a rien trouvé, on planifie dans 3 ans, on n'a rien, on peut passer à 5 ans. Et après, on reste à 5 ans toute la vie. Alors, toujours dans les polypes amartomateux, à part les polyposes juvéniles, il y a les syndromes de Petit-Jagger. Donc, comment appelle-t-on ces taches? Bon, j'ai mis la réponse, il y avait pas. Donc, on appelle ça les lentigines périorificielles ou macules mélanocytaires. Donc, c'est des taches qui sont très, très particulières, comme vous le voyez, qui peuvent être présentes aussi à la face interne des joues. Il y a des gens qu'on a eu, il y avait un patient, il a vécu avec ça pendant presque 7 ans, on disait, ah, c'est mignon. Puis il a fait des invaginations et c'est là où on a dit, depuis longtemps, on aurait dépisté. Et donc, ces taches-là sont vraiment typiques. On peut en avoir aussi au niveau des doigts, mais c'est surtout pour tour buccal qui est le tableau habituel. Donc, cette maladie, c'est autosomique dominant, donc le gène STK1 STK11, pardon, qui donne des polypes amartomateux et ces polypes ont la particularité d'être associés vraiment à des invaginations. Ce qui fait que souvent, comme c'est dans le grêle, on doit faire parfois des endoscopies, entéroscopies poussées là, pour aller les enlever, pour éviter des laparotomies. Mais une grande proportion de ces patients finit avec une laparotomie. Alors, pour retenir cette maladie, il y a des critères. Les critères, c'est 2 et plus polypes amartomateux typiques et un polype et plus avec un membre de premier degré atteint et pigmentation typique avec histoire familiale positive,
un autre critère, un polype et plus avec les manifestations cutanées typiques. Donc, s'il y a un de ces quatre critères-là, on rentre dans le diagnostic de syndrome de Peutz-Jeghers. Les polypes, donc localisation majoritairement au génome. 30% des patients avant 10 ans vont avoir une laparotomie. C'est souvent difficile d'aller faire des résections dans le génome. On peut faire l'entéroscopie poussée avec des endoscopes à double ballon, mais en pédiatrie, on n'a pas l'équipement. Une fois, on avait un patient, on avait dû aller en combo avec les chirurgiens. Eux, ils étaient en laparoscopie. Et nous, on était en entéroscopie poussée. Et ils avançaient notre scope. C'était drôle. Ils prenaient le scope et ils avançaient. Ouais. Donc, les polypes sont retrouvés également dans l'ensemble du tract digestif. Donc, on va faire OGD, colo, dès qu'on suspecte ces polypes-là. Alors, l'âge d'apparition, donc début du dépistage chez un patient asymptomatique, 8 ans, et puis les premiers polypes vers 12 ans. Et lorsqu'on regarde par contre dans la littérature, c'est à 25 ans l'âge moyen du diagnostic. Donc, il y a un retard au diagnostic de cette maladie. Et le symptôme clinique, c'est vraiment l'invagination intestinale que vous connaissez bien, donc échographie et atteinte du grêle. Donc, dès que vous avez un patient qui fait des invaginations grêle-grêle, il faut se méfier de polypes. Les autres causes des invaginations grêle-grêle, c'est souvent les patients qui ont une bride, surtout mettant sur une chirurgie antérieure. Maladie cœliaque, c'est souvent décrit qu'il y a des invaginations grêle-grêle. Sinon, il n'y a pas vraiment énormément de causes que les polypes. Qu'est-ce qu'on a? Bon, les tâches, là, c'est souvent absent à la naissance, mais ça se développe les premières années de vie. Donc, c'est l'antigène péri-orificielle. Donc, majoritairement, avant 5 ans, ça va être présent. Donc, les lèvres, cavité buccale, doigts, orteils, même au niveau du nez. Ça ne donne pas de risque particulier, c'est juste esthétique. Avec le temps, ça peut pâlir, mais c'est pas quelque chose qui est dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a un patient qui a cette suspicion, on a une forte suspicion de syndrome de Peutz-Jeghers, on va faire OGD coloscopie et ne pas s'arrêter là, il faut faire une vidéocapsule parce que, comme je l'ai dit, les polypes peuvent être dans le grêle. Donc, tous les polypes de plus de 1,5 cm, on retire. Et puis, on fait des endoscopies tous les ans, tous les 2, 3 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, si présent de polypes. Si à 8 ans, le patient a de la génétique, mais il n'y a pas de polypes, on peut attendre avant de faire une nouvelle scopie. Puis après, on fait une scopie à l'âge adulte tous les 3 ans jusqu'à 50 ans. Alors, la particularité de ces syndromes, c'est qu'il y a beaucoup de cancers associés. C'est un peu un des problèmes du syndrome de Peutz-Jeghers. Si on regarde globalement, 54% de cancers gastro-intestinaux. Donc, le risque cumulatif d'avoir au moins un cancer est de 71% à 70 ans. Donc, je vais vous montrer un tableau avec les différents cancers. Je pense qu'il est ici. Voilà. Donc, si on regarde la population générale, on prend un citoyen lambda, vous descendez dans la rue, son risque d'avoir un cancer colorectal est de 5% pendant sa vie. Mais un citoyen Peutz-Jeghers, son risque est de 39%. Donc, quand même très élevé et avec un âge moyen autour de 42, 46 ans. Estomac, risque de 29%. Intestin grêle, sein, ovaire, col de l'utérus, utérus lui-même, pancréas, testicules, poumons. Donc, vraiment dépistage plus dans cette maladie-là. Donc, c'est vraiment un élément important. Donc, pour le dépister, il faut faire donc examiner les patients, hein, les examine, palper, échographie, IRM, pap test, et puis les bilans sanguins euh, pour dépistage. Après, il y a des choses, comme j'ai dit, qui ne sont pas malignes, donc les lentigines, j'en ai parlé, puis les tumeurs testicules chez les garçons, donc, qui sont des tumeurs bénignes, qui fait qu'on les palpe pendant les cliniques, les suivis, échographie aussi. Qu'est-ce que j'avais ici? Le dépistage, voilà. Donc, chez la fratrie de premier degré, donc on fait le test génétique. Et puis, si un patient a des pigmentations isolées, on fait le test génétique. Donc,
tout ça, donc, ça clôture les syndromes amartomateux. Maintenant, on va passer au syndrome de polypose adénomateuse, donc, qui sont effectivement aussi problématiques, mais un peu plus rares en pédiatrie que les autres. Alors, les syndromes de polypose adénomateuse familiale, donc autosomique dominant, donc les variants du gène APC, donc il y a la forme classique, fin de l'enfance, début de l'adolescence, puis la forme atténuée à l'âge adulte. Donc, les manifestations, premièrement, les polypes adénomateux au niveau du côlon. On a des fois des tapis, c'est comme bondé, on ne voit un plus, à tel point qu'on ne peut pas tous les enlever. Quand tu as un aspect comme ça, tu passerais un mois si tu voudrais les enlever en faisant une colo non-stop 24 heures sur 24. Et les formes atténuées, j'en ai parlé tout à l'heure, moins de 100 polypes chez les moins de 40 ans ou plus de 100 polypes chez les individus de plus de 40 ans. Parce que si un individu a vécu jusqu'à 40 ans avant d'avoir des symptômes, ça veut dire que c'était une forme atténuée. C'est juste pour ça qu'on met le seuil de 100 polypes 40 ans. Alors, la particularité de cette maladie, c'est qu'il y a aussi des problèmes au niveau du type digestif supérieur, notamment des adénomes duodénaux. On avait une adolescente qui avait ça, qui faisait des adénomes et des pancréatites parce que c'était très proche de la papille. Donc, des adénomes duodénaux et quand même 100% vont avoir un moment dans leur vie des adénomes duodénaux. Fort heureusement, seulement 5% vont développer un cancer du dos. Seulement, c'est quand même beaucoup, 5%. Ensuite, les polyposes adénomateuses familiales, une chose qu'on doit aussi savoir, c'est que le cancer colorectal est, si on ne fait rien, 100%. Donc, à 50 ans, si on n'a pas enlevé le côlon. Donc, leur destinée, c'est une colectomie. Entre France, ah, c'est notre film. Donc, c'est vraiment ça la particularité. C'est si on ne fait rien, il va y avoir une colectomie. Donc, la prévalence, 1 sur 10 000 naissances. On cherche toujours en faisant l'arbre génétique s'il y a des antécédents familiaux, mais quand même 20 à 30% des cas, c'est mutation de novo, donc sans historique familial. Donc, pas de bol, ça tombe sur. Donc, la mutation du gène APC, donc qui est un gène suppresseur de tumeur. Les manifestations cliniques, donc souvent asymptomatiques, parfois rectorragie, sel mucoïde. Quelquefois, la porte d'entrée est extradigestive, comme le CHRPE. Il y a beaucoup d'acronymes dans les polyposes. Congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium. Souvent, c'est les ophtalmologues qui nous envoient. Ah, j'ai fait un examen ophtalmo, je suis tombé sur cette hypertrophie pigmentaire de l'épithélium rétinien et on fait la colo et on fait des tests génétiques. Parfois par la porte d'entrée hépatoblastome, cancer thyroïde surrénal, anomalie dentaire. Donc, souvenez-vous de la dent du début. Euh, donc, les tumeurs desmoïdes, quand même 10 à 25% des patients. Et puis, les autres manifestations. Alors, cette maladie, comme les autres, peut avoir des cancers extra-intestinaux. Donc, il peut y avoir des cancers du foie, cancer des thyroïdes, méduloblastome aussi. Et puis, dans les cancers intestinaux, c'est quasiment tout le tractus digestif, colorectal, duodénum, gastrique, pancréas. Donc, ils vont avoir un suivi à vie. Une particularité, c'est comme une sous-entité, un îlot dans ce grand désert de maladies. C'est ce qu'on appelle les GAPS, adénocarcinome gastrique et polypose proximale de l'estomac. Ça, c'est un adolescent, un cas clinique qui a été publié, je vous l'enverrai l'article, donc qui se présentait avec des polypes gastriques plus de 100 et ils ont discuté longtemps, mais finalement, il a eu une gastrectomie totale et anastomose œsoduodénale. Ils ont fait un petit montage. Donc, les polypes sont principalement des polypes de glande fundique et beaucoup de dysplasie. Donc, le risque de cancer étant élevé, donc la gastrectomie est donc la seule solution.
Et l'autre particularité, en dehors de la PAF classique, c'est les polyposes associées à MUTYH, qui est autosomique récessif. Et le phénotype ressemble à la polypose adénomateuse familiale, mais il y a moins de 200 adénomes colorectaux. Et cette maladie, on ne trouve pas le gène APC, mais on trouve plutôt la mutation MUTYH. Donc, c'est un peu la particularité. Et dans cette maladie, c'est où ça? Ah, ma diapo est mal placée. Donc, ça, c'est les autres manifestations des polyposes classiques dont j'ai parlé là. Donc, les nodules thyroïdiens kystes et l'hyperplasie congénitale, mais ça, on en a parlé déjà. Alors, le traitement de la polypose adénomateuse familiale, c'est vraiment simple. Il y a eu des études sur des médicaments. Est-ce qu'on donne des anti-inflammatoires? Est-ce que ça peut diminuer la taille des polypes? Est-ce qu'il les enlever? Comme je dis, on ne peut pas faire des colos et les enlever. C'est vraiment la colectomie. La question, c'est quel est l'âge? Colectomie avec anastomose iléorectale. Le nombre de polypes rectaux est souvent le facteur à considérer. Et puis, il faut faire soit une anastomose iliorectale ou ilioanale. C'est sûr que si tu laisses le rectum, il faut surveiller euh, le rectum. Et même si tu fais anastomose ilioanale, il faut quand même surveiller la poche, parce qu'ils peuvent développer des polypes. Donc, c'est une maladie vraiment vilaine, les polyposes adénomateuses familiales. Quelle autre maladie, et ça c'est une question pour vous, où on peut faire à 20 ans une colectomie prophylactique avant même que le cancer du côlon ne soit développé, parce que c'est une maladie où ils ont un risque de cancer du côlon très développé. Et quand le cancer arrive, ça passe pas par les polypes, ça vient directement cancer. Un indice, ça commence par syndrome de une lettre, L, syndrome de L quelque chose. Hein? Lynch? Oui, 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 bravo toutes les deux. Donc, le syndrome de Lynch, c'est une maladie où ils donnent des cancers colon tellement élevés qu'ils font même des colectomies prophylactiques vers 20 ans. Donc, en résumé, les points clés à retenir. Donc, dans toutes les familles de polypose, il y a cette hétérogénéité clinique qui fait que parfois on s'y perd, mais l'aspect histologique nous aide beaucoup. L'aspect génétique parfois aide, mais bon, on l'a vu, c'est pas toujours présent. On est en train de réfléchir peut-être à un projet sur les patients qui ont les polypes juvéniles, les polyposes juvéniles, qui, pour qui on n'a pas trouvé des gènes, d'aller faire le whole exome sequencing, voir s'il y a d'autres paramètres génétiques qui seraient identifiables, parce que les aspects environnementaux ne sont pas très forts dans ces maladies-là et il y a probablement quelque chose de génétique qu'on n'a pas identifié. La surveillance avec des protocoles adaptés. Donc, vous aurez des guidelines pour chacune de ces maladies que je vous mettrai en référence. Et puis, les manifestations extracoliques qu'il faut reconnaître parce que c'est aussi ça le problème de ces cancers associés. Donc, est-ce que vous avez des questions? On n'a pas débordé. Parfait, on a même un peu du temps. Avez-vous des questions? Donc, donc ça, c'est juste un aperçu des guidelines que je vais vous envoyer où vous avez les arbres décisionnels. Ça, c'est le guideline 2019 pour les Pudgeger. Ça, c'est le guideline de Lepsigan. Ensuite, il y a un guideline de 2019 pour les polyposes adénomateuses familiales, aussi pour les Lepsigan. Et puis, on est en train de planifier un projet avec une étudiante en médecine qui présentera prochainement pour voir si au CHU Sainte-Justine, on respecte les guidelines qui ont été établis. Quand même, 2019, ça fait 6 ans. Est-ce que c'est respecté? Donc, dans les objectifs primaires, ouf, je suis allé très loin. Donc, quels sont les éléments qui peuvent pousser aux écarts, comme l'accès à l'endoscopie, la fréquence des coloscopies peut être tributaire de ça, mais aussi les symptômes cliniques, par exemple. On va aussi regarder les corrélations calpro et les caractéristiques des polypes. Est-ce qu'il y a une association? On sait que dans les maladies inflammatoires, souvent la sévérité de la colite donne des niveaux de calpro élevés. Maintenant, est-ce que le nombre de polypes est associé à des calpro aussi? Et puis voir s'il y a des cas où on n'en voit pas en génétique parce que ça a été manqué. Et donc, ça, c'est les éléments qu'on va regarder. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, si on reprend maintenant le post-test, souvent j'aime faire le post-test, juste pour être sûr que vous avez pas oublié. On appelle ça la mémoire immédiate, c'est ça. Donc, un adolescent de 12 ans, présent des taches péniennes et des polypes gynécologiques, vous suspectez des syndromes de Banaian-Riley-Ruvalcaba. Le syndrome de Peutz-Jeghers est associé à des tumeurs extradigestives. Quelle localisation faut-il surveiller en pédiatrie? Testicules, parfait. Un adolescent de 15 ans présente des épistaxis, des polypes juvéniles. Vous suspectez une mutation du gène SMAD4. Et le dernier, une adolescente de 15 ans présente des dents surnuméraires et vous suspectez quel syndrome de Gardner, donc une variante de polypose adénomateuse familiale. Voilà, donc merci pour votre présence. Donc, je vous enverrai le lien de la présentation, le diaporama, et vous aurez accès au PDF des articles dont j'ai parlé là, qui sont les lignes directrices.